Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Anne Rodier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Femmes d'ombre, femmes de lumière qui est la suite de celle de la semaine dernière où nous avions commencé l'entretien avec Anne Rodier. Elle nous avait parlé un peu de son parcours, de comment elle avait commencé dans la musique et puis comment elle avait découvert le chant plus tard, comment certaines voix peuvent nous toucher et finalement comment est-ce qu'elle avait commencé sa carrière internationale. Nous nous étions arrêtés aux portes de l'Asie et je lui avais donc demandé ensuite comment est-ce qu'elle en était arrivée à venir s'installer à Taïwan. Là aussi, par la musique, grâce à la musique. Je suis venue en 2012 pour donner une masterclass sur la mélodie française à Cheda. J'ai gagné le prix international de mélodie française il y a très longtemps maintenant, donc je dirai pas la date, mais c'est vieux. Bref, on m'a demandé de venir ici pour donner une masterclass de mélodie française. J'ai rencontré en fait une dame qui était ministre de la culture de Taïwan. Je l'ai rencontrée en France. Chen Yuxiu ? Oui. Nous nous sommes rencontrés rue de Rome, c'est-à-dire dans la rue mythique où il y a quelques années, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il y a actuellement tous les luthiers de Paris et les grandes librairies musicales de Paris, donc ça reste quand même la rue des musiciens. On s'est rencontrés là pour la première fois et on a bu un café et puis comme on a continué à parler pendant 3 heures, le café a dû se transformer en un verre de vin rouge, sûrement. Enfin bref, nous avons eu le temps de parler de milliers de choses, quoi. Et c'est elle qui m'a invitée à faire une masterclass, donc en février 2012. Ensuite, j'ai même été jury à un concours de chant à Taïwan. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, je suis venue pour chanter avec le TSO, le Taipei Symphony Orchestra, un programme sur Henri Duparc. Henri Duparc qui a laissé derrière lui seulement 13 mélodies. Il a tout brûlé. Il n'était pas content de son œuvre, alors que c'est un génie. Hein. Enfin, vraiment, c'est juste somptueux, quoi. Il reste seulement donc 13 mélodies, dont 8 orchestrées par lui-même. J'ai donc chanté l'intégrale des 8 mélodies de Duparc avec l'orchestre de Taipei. Et puis voilà, alors l'orchestre de Taipei m'a réinvité 2 ans après pour faire un autre programme, celui-ci dédié à la chanson française. Chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson. Et à l'issue de ce programme, mon amie Sophie Hong, qui est designer, qui pour les Français de Taipei dirige la librairie Le Pigeonnier, que vous connaissez je crois très bien. Il y a déjà des émissions, on a interviewé Sophie Hong au tout début de cette série, donc oui, vous la retrouverez. Voilà, alors Sophie, c'est une très grande amie. C'est une femme que je l'aime profondément. Et elle a dessiné les costumes du 2e concert que nous avons fait, que j'ai fait à Taipei. Et donc, à l'issue du dernier concert,
Elle m'a invitée pour un repas et elle a invité un de ses grands amis qui parlait français. Et elle s'est dit, comme ça c'est chouette, Anne pourra parler en français. Bref. Et ce grand ami, figurez-vous qu'il est devenu mon mari. Voilà, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes plus. Et nous avons vécu une relation épistolaire pendant plus d'1 an, puisque j'habitais en France et qu'il habitait à Taïwan. Et puis au bout d'1 an, les choses quand même se sont un peu concrétisées. Nous sommes passés de la lettre, voilà, romantique, si vous voulez, de cet amour platonique à un amour voilà, plus concret, hein, on va dire. Et on s'est vu de plus en plus souvent, donc mes venues à Taïwan étaient de plus en plus régulières, jusqu'au moment où nous avons décidé de nous marier et de vivre à Taïwan. Je me suis dit à l'époque, je peux chanter, m'installer à Taipei, et puis, chanter plus en Asie, en fait. Disons, déplacer le centre de mes activités autour de Taïwan. J'avais quand même très peur, c'est quand même un saut un peu dans le vide, hein. J'ai quand même tout quitté, quoi. J'ai loué ma maison, je suis venue ici sans rien, quoi. Bon. Et puis j'ai eu la chance de passer une audition, donner un cours de chant et une interview, enfin comme tous les concours de Taïwan pour les professeurs de chant. Donc j'ai été choisie pour enseigner à Dongwu, Suzhou University. Ça a été mon premier poste. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé la branche enseignante, disons. Parce qu'à l'époque, j'avais moins de concerts. Je chantais beaucoup au Japon, quelquefois à Hong Kong, quelquefois en Malaisie, très peu à Taïwan en fait. C'est difficile de se faire un nom, enfin de chanter beaucoup sur scène ici. Moi je ne me plains pas, je chante suffisamment, mais c'est pas facile quand même. Donc du coup j'ai développé la branche enseignante. Il s'est avéré que c'est devenu mon deuxième souffle, quoi. Enfin, Parce que vous n'aviez pas beaucoup enseigné en France. mais j'avais pas le temps. du tout. J'avais pas le temps. Quand j'étais en France, franchement, j'étais tout le temps sur la route. Une vie de chanteur, vous savez, c'est une vie à l'hôtel, hein. Il faut quand même le dire. On est sans arrêt en voyage. Quand on est en production d'opéra, on part minimum 5 semaines. Donc ces 5 semaines, soit à l'hôtel, soit dans un studio que vous louez pour l'occasion. Voilà, vous avez on va dire 4 semaines de répétition, mise en scène, ensuite scène orchestre, générale, et puis ensuite vous avez la série des représentations. Donc une production en France, en général, dans une grande maison d'opéra, c'est à peu près 5 ou 6 représentations, tous les 2-3 jours. Donc ça fait quand même des longues périodes d'absence de chez vous, hein. Et c'était ça tout le temps, c'est ça la vie de chanteur. C'est pas facile d'avoir une famille, pas facile d'avoir des activités régulières. L'enseignement, ça demande une présence. Ça demande d'être là pour vos étudiants, régulièrement. C'est un accompagnement. Alors si vous êtes toujours absent ou si vous focalisez seulement sur votre carrière, qu'est-ce que vous donnez à vos étudiants? Vous comprenez? C'est un étudiant, il a besoin d'être écouté. Oui, écouté par la voix chantée qu'il essaie d'améliorer, mais écouté aussi dans sa trajectoire de jeune étudiant qui va vers un monde franchement compliqué. Être chanteur, devenir chanteur, c'est pas facile. C'est un monde vraiment de concurrence, de jalousie. Les postes sont très très peu nombreux, très rares en fait. Le niveau est de plus en plus haut. Voilà, vous comprenez, c'est pas facile de guider les élèves vers ce domaine professionnel parce qu'on sait pas quoi leur promettre, on peut rien promettre, vous comprenez, ça relève plus de la chance, j'allais dire, que du talent. C'est pas vrai. Il faut du talent, il faut du travail, de la persévérance, mais il faut aussi un petit coup de chance. Et qu'est-ce qui vous a plu autant dans l'enseignement? Parce que vous disiez tout à l'heure que c'était devenu aussi une part très importante de votre vie. Ça, je ne m'y attendais pas. Je veux dire, j'ai été la première surprise. La première élève que j'ai eue, elle s'appelle Xing. Elle vient de Malaisie.
Et elle savait pas grand-chose quand elle est arrivée dans ma classe. Donc je l'ai eu bébé chanteur. Et ça m'a énormément touchée parce que quand elle me regardait, quand elle m'écoutait, j'avais l'impression que qu'elle buvait mes paroles, vous comprenez? J'ai pris conscience à ce moment-là qu'en fait tout ce que je disais était hyper important parce que elle absorbait tout ce que je pouvais lui donner. Ça vous donne une responsabilité énorme, vous pouvez pas tricher avec ça. Vous êtes obligé d'être au mieux de vous-même pour faire passer une information et qu'elle devienne sienne. Voilà, c'est une lourde responsabilité, donc ça crée des liens. Elle est encore avec moi 5 ans après quand même. C'est pas rien. Elle va jamais prendre une décision sans me demander mon avis, alors que je la laisse mais vraiment libre. Moi, je leur ai ouvert les portes de la maison pour qu'elle s'envole, vous voyez. Mais il y a eu un lien de fidélité, un lien de confiance en fait, surtout un lien de confiance, qui fait que ça transforme votre vie. La famille s'agrandit, je dirais. Je peux pas dire que ce sont mes enfants, hein, je dis pas ça. Je dis juste qu'ils appartiennent à une partie importante de ma vie et que je considère leur présence, leur évolution, leur succès aussi, comme faisant partie voilà, de quelque chose d'important pour moi. Donc elles participent à ma vie et j'essaie de participer à la leur du mieux possible. Et donc vous enseignez non seulement le chant ou la voix, mais aussi toute l'histoire de la musique et de son évolution. Je me rappelle d'une conférence que vous aviez donnée au Pigeonnier, justement, Ah oui. à propos d'une compositrice, Pauline Viardot, pour les 200 ans de sa naissance. Oui, alors ça ne fait pas vraiment partie de mon travail de professeur. D'accord. Ça en fait partie dans la mesure... Enfin, ça en fait partie, si vous voulez, si je transmets cette connaissance par le biais de masterclass ou de conférences, comme celle du Pigeonnier par exemple, ou par le biais d'articles écrits. Donc là, oui, ça participe à ma carrière de professeur. Mais je ne peux l'enseigner que si j'ai un cours collectif, donc, dédié à l'histoire de l'opéra ou à l'histoire de la musique, ce qui m'arrive de temps en temps, mais pas à Suzhou, plutôt à Donghua, c'est-à-dire dans la région de Hualien, où je suis maintenant full-time teacher depuis 3 ans, enfin 2 ans et demi. Donc là, il m'arrive effectivement de donner des cours collégiaux, on va dire. Hein. Mais à l'époque de Viardot, c'était vraiment un travail personnel que j'ai fait passer d'une université à l'autre à Taïwan. Hein. Je l'ai donné à Taichung, je l'ai donné à Kaohsiung, je l'ai donné à Hualien, à Taitung et à Taipei. Ce qui est quand même... c'est une jolie vie quand même pour un concert-conférence. Parce que n'oubliez pas que au Pigeonnier, il n'y a pas de piano, donc je n'ai fait qu'une conférence. Avec quelques chants. Quelques chants un peu, voilà. Voilà. Mais c'était pas la conférence que j'avais conçue originellement, puisqu'il s'agit d'une conférence-concert. Avec un narrateur qui parle chinois, bien que ce soit moi qui ai écrit le texte, hein, mais bon, lui, il a tout traduit en chinois et c'est lui qui dit la conférence en chinois. Et moi, avec ma pianiste, nous illustrons tous les propos en musique, absolument. Donc c'est vraiment un concert et une conférence en même temps, et avec en plus des images, c'est très illustré, donc c'est un vrai spectacle qui apprend énormément sur la vie de Viardot. Hein. Viardot, c'est une compositrice que j'ai beaucoup admirée, que je continue d'admirer d'ailleurs. Elle avait aussi plusieurs casquettes, vous voyez, je pense qu'il y a une part d'identification. Hein. Enfin, j'ai pas son talent, hein, mais bon, c'était une femme moderne, quoi. Elle était chanteuse, une grande interprète pour qui la part théâtrale comptait autant que la partie musicale. Ça fait réfléchir. Non, mais ça fait réfléchir sur le sens de l'opéra. L'opéra, c'est quoi, hein? C'est quand même du théâtre avec une voix chantée. Il faut quand même pas oublier que c'est du théâtre, d'abord et avant tout. C'était une compositrice, c'était une professeure de chant,
et c'était aussi une femme très engagée. Alors pour tout ça, pour toutes ces pour toutes ces casquettes, moi je lui tire mon chapeau. Belle conclusion. Alors avant de clore cet entretien, j'aimerais juste vous demander encore quel projet vous avez pour le futur. Après Pauline Viardot, je m'intéresse actuellement à une autre compositrice qui s'appelle Cécile Chaminade. Et donc dans les projets à moyen terme, il y a l'enregistrement d'une de ses messes pour 2 voix solistes. Je n'en dis pas plus parce que c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. D'accord. Et donc cette compositrice, c'est qui? Parce que je la connais pas du tout. Cécile Chaminade, c'est à peu près la même époque que Viardot, disons, elle est un peu plus jeune que Viardot. Elle a écrit toute une série de mélodies vraiment très 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 belles que nous avons éditées avec l'association Vocaliste Asso. Il y a 2 ans, je crois maintenant, on a édité en fait un livre de partitions sur les femmes françaises compositrices. Alors la part belle pour Pauline Viardot et Cécile Chaminade, mais d'autres compositrices sont également dans le livre, toutes donc des femmes talentueuses et souvent oubliées injustement. Eh bien, ça sera un plaisir d'en savoir plus peut-être au moment où le disque sortira. Je ne sais pas si ça sera possible de revenir en parler un petit peu plus, mais volontiers. J'espère bien. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques mois. Merci beaucoup en tout cas pour être Merci venue, beaucoup, Floriane. Anne Rodier. Et à bientôt alors. À bientôt. Merci. Et je vous laisse donc écouter Anne Rodier chanter une composition de Cécile Chaminade.